cette image de soulagement. Kevin Escoffier, le skipper de PRB à bord du bateau de Jean Le Cam juste après son naufrage cette nuit. C'est donc une histoire qui se termine bien, très bien même, et on s'en réjouit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vendée Live en direct. Nous sommes le mardi 1er décembre, une date qui sera désormais historique dans cette 9e édition. On va donc longuement revenir sur ce sauvetage de Kevin Escoffier. Et pour en parler en plateau, eh bien, le président du Vendée Globe, Yves Vinet, avec vous, on reviendra sur ce travail collectif en mer et à terre. Jacques Carès, directeur de course, avec vous, on reviendra sur les faits pour comprendre ce qui s'est passé durant toutes ces heures. Et puis enfin, Frédéric Palatin de la rédaction, on verra tout à l'heure où se situaient finalement les bateaux à ce moment-là. On imagine, votre nuit a dû être très courte. Elle l'a été d'autant plus pour nos deux héros. Et malgré cette nuit très courte, eh bien, ils sont avec nous en direct. Bonjour messieurs, on est tellement ravis de vous voir. Comment ça va, Jean Le Cam, Kevin Escoffier? Bah écoute, ça va bien. Tiens, t'es qu'à venir là. Bah oui, qu'on vous voit bien tous les deux quand même. Bah ouais, quand même. Prenez place. Alors comment ça va, 10 heures après cette extraordinaire aventure? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Là, on n'arrête pas de répondre au téléphone. Bon. Et puis voilà, ça fait partie des choses. De toutes les manières, bon. Et non, bah écoute, Kevin, il a dormi 2 heures cette nuit. Moi, j'ai dû dormir 1 heure et demie. Et puis au final, on est bien parce que après des moments comme ça, bon, c'était pas gagné non plus. Donc voilà, c'est bien d'être là. Effectivement, c'est bien d'être là. Alors, Kevin, est-ce que vous pouvez revenir finalement sur ce qui s'est passé avant même le sauvetage? Je sais pas, Kevin, il faudrait que tu racontes qu'est-ce qui s'est passé. Bah oui, il n'y a évidemment qu'un casque sur un bateau. Alors, Kevin, Allô? si vous nous entendez bien, expliquez-nous finalement qu'est-ce qui s'est passé avant même le sauvetage? Ouais, j'ai encore du mal à réaliser ce qui s'est passé. C'est qu'on était, à peu près tous au même endroit. Là, on se tirait un peu la bourre avec Jean, Seb Simon, Boris Herman et Annick Bestaven. Et le vent était en train de rentrer. Moi, j'avais roulé le petit Génaker avec lequel j'étais depuis quelques temps, qui me permettait de bien avancer. Et je me préparais, je l'avais affalé, je me préparais à des conditions plus musclées. Donc j'étais grand voile de riz et J2, donc une voile plus petite à l'avant, dans des conditions qui étaient au début maniables. Et le vent était en train de rentrer à une trentaine de nœuds. Et là, je suis parti dans un surf avec le bateau. Comme le vent rentrait, j'étais sur pont. Et surf, en arrivant en bas de la vague, le bateau a planté dans la vague, mais comme ça nous arrive très régulièrement. Et là, j'ai senti que quelque chose se passait pas comme d'habitude. Et en fait, le bateau est jamais ressorti. Et quand il est ressorti, le bateau était cassé en deux. Quand je dis cassé en deux, c'est-à-dire qu'il y avait un angle à 90 au niveau du pied de mât entre l'étrave et l'arrière du bateau. Et là, j'ai la tête à l'invue. J'ai vu comme si on avait ouvert les vannes d'un barrage. L'eau qui montait très très vite, qui a d'abord coupé le moteur, qui était en train de charger parce que je faisais le plein des batteries pour le vent qui avait à venir pour être sûr d'avoir assez d'énergie. Et qui a ensuite tout coupé à bord. J'ai juste eu le temps d'envoyer un texto à l'organisation, à mon équipe technique. Et ensuite, j'ai sauté sur la TPS parce que l'eau montait très très vite. J'avais déjà de l'eau aux genoux, donc j'ai réussi à sauter prendre ma TPS et à sortir du bateau avant que l'eau ne monte. L'eau était déjà aux 3/4 de la porte de la descente. Jacques, vous avez peut-être un mot pour Kevin? Un mot, on s'est vu, on s'est appelé avec Jean longtemps par Skype parce qu'on a pratiquement vécu leur atterrissage dans le cockpit en direct. Donc ça a été un moment incroyable. Et le mot que je peux dire, bravo à ces deux marins parce qu'il y a de l'expérience cumulée et je crois qu'on ne fait pas une chose comme ça sans expérience. Kevin, alors pour qu'on comprenne, on n'a évidemment pas l'habitude. Comment ça s'est passé après dans le radeau de survie? En fait, alors déjà, pour commencer, dans ces moments-là, j'ai eu très très peu de temps pour décider. C'est-à-dire que l'eau montait tellement vite. Un IMOCA, logiquement, ça ne peut pas couler. C'est-à-dire que ça ne peut pas couler. Et j'avais ça en tête. Donc il y avait deux choses. C'était soit je restais sur le bateau, soit je montais dans
un radeau. Je voulais rester sur le bateau le plus longtemps possible parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus safe. Le seul doute que j'avais, c'était comme le bateau était cassé en deux et que moi, la partie sur laquelle j'étais, c'était la partie rattachée à la quille. Le bateau, en fait, était plus lourd avec moins de réserve de flottabilité et je le voyais s'enfoncer très très vite. Donc j'ai voulu aller sécuriser le radeau de survie qui est normalement en fond de cockpit, mais l'eau était déjà au niveau du pont du bateau, au niveau du pont de l'arrière du bateau. Donc j'ai sorti le radeau de sous l'eau pour le mettre sur le pont de cockpit et en allant essayer de le sécuriser, le bateau a pris de la gîte. Il y a une vague qui a déferlé sur le pont et qui m'a emmené à l'eau avec le radeau et j'ai pas eu le choix entre en fait rester sur le bateau ou aller à l'eau. Parce que, et là je suis allé à l'eau, j'ai percuté le radeau. J'avais le grab bag que j'avais réussi à récupérer qui était sur le dos et une valise de détresse que je gardais avec moi qui était à l'intérieur du bateau en haut. Donc c'est comme ça que j'avais réussi à la récupérer et là je suis parti à l'eau avec tout ça. J'ai réussi à percuter le bib et à monter dedans et là j'ai continué à regarder pendant un quart d'heure. Je continuais à voir la pointe de l'étrave de PRB qui était pointée vers le ciel. C'est pour ça que je continuais à voir le bateau que j'ai vite perdu de vue, bien évidemment, vu l'état de la mer. Et là, dans le bib, j'ai déclenché une balise, la grosse balise que j'avais récupérée sur le bateau, et une petite balise que j'ai tout le temps sur moi dans mon ciré. Et en fait, la TPS, j'ai eu tellement peu de temps que je l'ai mis directement par-dessus le ciré. Donc, j'ai réussi à récupérer la balise que j'avais dans la poche de mon ciré. Je l'ai déclenchée également. Et c'est comme ça que Jean a réussi à me récupérer de ce que j'ai compris la première fois, parce qu'on a vécu les histoires, mais avec 2 points de vue différents. Ah oui, évidemment. Et les conditions à ce moment-là étaient impossibles pour pouvoir faire un transbordement. Jean est arrivé avec 2 riz, c'était déjà le bateau. J'ai bien vu que pour le maîtriser, c'était très compliqué. C'était d'ailleurs assez impressionnant de voir un IMOCA comme ça. On est dans un radeau au ras de l'eau, de voir un IMOCA Olof passer juste à côté. On a échangé 2 mots, on s'est fait signe qu'on temporisait et j'ai compris que je savais que la météo sur zone allait s'améliorer. Donc je me suis dit, bah, écoute, Kevin, tu es dans un radeau. Tu peux y passer la nuit et demain il fera jour, les conditions sont plus simples, il vaut mieux ça que de prendre le risque de faire un mauvais transportement où on sait que les choses peuvent mal se passer à ce moment-là. Et c'est là où j'ai pris mon mal en patience et j'ai passé la nuit dans le radeau. Écoute, j'ai fermé le zip, je sentais les vagues qui venaient taper régulièrement contre le radeau. Je me suis alimenté avec les rations de survie, j'ai bu un peu d'eau avec les rations de survie qu'il y avait dans le radeau pour essayer de rester zen. J'ai continué à penser positif en me disant que les mecs étaient sur zone, qu'on m'avait vu, donc je me suis dit panique pas quoi, il va forcément se passer quelque chose. Et voilà, j'ai essayé de dormir un petit peu aussi, mais pas trop pour que. Et ce qui est surréaliste, c'est que je commençais à guetter le lever du jour et là j'entends une voile claquer. J'ouvre le zip, je sors la tête et je vois Jean qui m'arrive droit dessus quoi. Et je lui dis on fait ça maintenant. Il dit ouais maintenant. Et là, il me dit, je vais venir m'appuyer contre toi. Et là, je vois la manœuvre qu'il fait, de se mettre à dériver, tu sais, pour que venir dériver sur le bib. Et là, ça passe à, je sais pas, 5 mètres, quoi. C'est-à-dire que le bateau, il avait sur son air, il a avancé un peu trop. Il passe devant. Jean me jette un boot avec une frite. Quand je dis une frite, hein, c'est un peu comme à la piscine, vous savez, les frites qu'on se met autour de la taille là, pour jouer avec les enfants, bah, c'est pareil. J'ai réussi à la récupérer, je me la suis mis autour de la taille et je suis resté dans le bib où Jean et moi, on essayait chacun de notre côté de tirer, redonner du mou pour que lui puisse l'amarrer sur le bateau et raccourcir la distance entre nous deux. Et on a raccourci comme ça la distance au maximum jusqu'à temps que je puisse, on va dire, sauter le mieux possible et réussir. Parce qu'en fait, s'il était aussi à fond en marche arrière au moteur, et moi je voyais des fois dans les vagues l'arrière du bateau qui se soulevait, l'hélice qui sortait de l'eau. Ouais, surréaliste, Ça, vraiment. enfin, vous voyez le scénario, ça fait une belle image au réveil. Ouais, c'est un petit peu ça. Et j'ai réussi à m'accrocher à un tube de bar en faisant gaffe aux hydrogénératrices, parce qu'il faut faire gaffe parce que les hydrogénératrices, les pales là, ça coupe comme ça rentre comme dans du beurre dans la peau. Donc j'ai sauté sur le tube de bar et Jean m'a aidé à monter à bord et là, je peux vous assurer que c'était un grand ouf de soulagement, quoi. Bah oui, Et merci TPS aussi. pour nous aussi, évidemment, c'était un soulagement. Yvo Vinet, vous avez forcément envie de réagir? Oui, c'est un pur bonheur de les voir tous les deux à l'écran ce matin. Pur bonheur parce que c'est vrai que hier soir, dans la nuit, avec Jean-Jacques, on était dans l'attente et Jacques, ce qui me permet de remercier la direction de course pour le travail effectué. Et c'est vraiment un pur bonheur de savoir Kevin en sécurité. Et coup de chapeau à Jean, c'est unanime sur notre territoire, mais bien au-delà de notre territoire vendéen,
parce que c'est le Vendée Globe, on dit c'est une aventure humaine, mais c'est une aventure humaine qui dépasse tout ce que l'on peut entendre par rapport à beaucoup d'autres compétitions. Et franchement, de les voir tous les deux là, franchement, c'est beaucoup d'émotions. Ouais, effectivement, c'est beaucoup d'émotions. Jean, comment finalement c'est presque un remake à l'envers? On pense forcément à 2008. Comment vous voyez ça là aujourd'hui, 10 heures après cette aventure? Vous allez passer le casque, encore une fois, hein, on le répète, il n'y a bien sûr qu'un seul casque dans un bateau. Oui, allô, bonjour. Oui. Jean, forcément, on pense à 2008, c'est un peu un remake, mais à l'inverse. Ouais, on peut dire ça, ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'en 2008, j'étais le sauvé et là, je suis le sauveur. Donc, on passe du sauvé au sauveur. C'est-à-dire qu'on vous appelait le roi Jean, c'est Dieu Jean. Non, bah là, c'est. Non, bah c'est. Voilà, c'est. Bah, j'avais pas fait ça encore, donc fallait bien quand même que. Voilà. Bah voilà, c'est fait. Et en plus, c'est avec PRB comme par hasard. Ouais, comme par hasard. Évidemment. Ah bah oui. Hein, des fois, le hasard, hein, tu te demandes. Des fois, les scénarios, tu veux les écrire, tu n'y arrives pas, quoi. Mais alors, celui-là. Déjà, la première partie de la course, ce scénario-là, il était inexistant dans aucun imaginaire. Et là, on rebondit sur One Again, quoi. Donc, voilà. Bon, c'est quoi votre programme pour les prochaines heures? Bah, le programme, c'est que déjà, il y a tous les vêtements de Kevin qui sont séchés, mais bon, il y a de l'eau qui coule, donc Kevin éponge de temps en temps. Parce qu'on est un peu pareil, on n'aime pas qu'il y ait de la flotte dans les bateaux, donc voilà. Et puis après, on va renvoyer un riz à un moment parce que là, on se fait bouffer par l'anticyclone, donc il va falloir un peu. Mais bon, on n'a pas eu beaucoup de temps depuis ce matin. Hein. Alors justement, on va vous laisser vraiment. Merci d'avoir été avec nous. Yvo Vinet, peut-être que vous souhaitez aussi les remercier. Ah oui, ça, c'est sûr que la solidarité entre skippers a été prouvée encore cette nuit. Et bravo à tous les deux, et bravo aux 3 autres skippers qui ont dévié leur route pour rejoindre, sous la houlette de Jacques à côté de moi. Mais Kevin récupère bien et Jean retrouve le cours normal de la course et on sera vraiment très très heureux de t'accueillir au Sable d'Olonne. Voilà, merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Vraiment, on est ravis d'avoir... Bravo à l'organisation quand même. Bravo à toute l'équipe aussi à terre avec Jaco et toute l'équipe qui ont été d'une efficacité redoutable. Ouais. Effectivement, on va en reparler, hein, mais effectivement, c'était un vrai travail d'équipe en mer et à terre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On est vraiment ravis de vous avoir vus et à très bientôt, évidemment. Alors, Jacques, on va revenir, hein, on l'a dit, sur tout ça. Comment on vit ça quand on est directeur de course? Comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est passé brutalement aussi. Hein. C'est vrai que quand j'ai eu l'appel du cross Corsen, du cross Griné, qui est le cross de référence pour les MRCC à l'étranger. Donc c'est vrai que cet appel, c'était un appel de détresse, une balise qui se déclenche. Donc tout de suite, c'est grave, c'est une avarie majeure. On n'avait pas beaucoup d'informations, on savait simplement qu'ils avaient juste échangé avec 3 mots. Et c'était où? Moi, j'étais dans mon bureau, donc le cross nous appelle, et puis j'ai juste eu Jean-Marc Lefayère qui m'a dit, il a eu un WhatsApp, je coule, c'est pas une connerie, m'aider. Voilà, c'était le seul échange pour l'entrée en matière, donc c'était assez brutal. Une sacrée, effectivement, entrée en matière. Alors comment ça se passe après? C'est toute une équipe qui effectivement, se mobilise? on est une équipe, là on était 3 sur place pendant toute la nuit, donc on se relayait, on a créé un petit peu la relation directe avec Cross Griné, bien entendu, qui nous informe, le dispositif de MRCC Cape Town qui a pris la main à un moment donné. On avait vu qu'il y avait un cargo aussi qui s'appelait le Pearl, mais qui était à 20 heures de là, donc c'était trop loin. Donc il fallait s'organiser entre nous. Et c'est vrai que dans ce désert océanique, ce sont les marins qui s'entraident. Et c'est comme ça qu'on a dérouté d'abord Jean Le Cam, qui était le plus proche.
Et puis quand j'ai vu qu'à la nuit, ça ne tournait pas aussi bien que prévu, on s'est permis aussi avec mon équipe de dérouter 3 autres bateaux pour venir quadriller la zone, qui était un triangle que Christian Dumas, avec Sébastien Josse, nous avait proposé avec des horaires de dérive et qui a été réconforté par la suite avec un simulateur de dérive que Météo France nous a passé aussi avec beaucoup d'efficacité. Et c'est comme ça qu'en rejoignant plusieurs informations qu'on a dit c'est sur ce point-là qu'il faut aller. On verra effectivement avec la cartographie tout à l'heure de Frédéric. Mais alors pourquoi ça a pris autant de temps? Parce que le premier appel est à 14h46 à peu près. Et pourquoi ça a pris autant de temps? Ça prend du temps parce que d'abord on est sur des voiliers dans une mer formée, mal rangée, avec du vent fort. On n'est pas du tout au bord d'une route, donc on ne va pas en route directe, il faut empanner. Je rappelle, on est au sud de l'Afrique. On est au sud de Cape Town, donc on est dans ce coin désertique océanique où il y a très peu de bateaux de commerce aussi. Donc c'est une zone délicate avec des courants aussi, des courants contraires par moment, donc une mer qui est très désordonnée. Donc il faut aussi, quand on déroute quelqu'un, il faut aussi juger de la possibilité de le faire. Donc il y a des gens qu'on ne pouvait pas dérouter parce qu'ils étaient déjà sous le vent. Donc on a dérouté que les gens qui étaient au vent avec des trajectoires assez directes, on va dire. Et puis là, j'ai eu aucune difficulté. Chacun a répondu admirablement bien et respecté le protocole qu'on voulait mettre en action. Alors tout à l'heure, on parlait du radeau de survie. Pour qu'on comprenne bien, ça a quelle tête finalement un radeau? C'est tout petit. Quand on voit que le bateau craque et le radeau survit, comment? Le radeau de survie, effectivement, c'est un sac tout petit qui est au fond du cockpit. Ils en ont 2 à bord, ils en ont un à l'intérieur et un dans le cockpit arrière. Et vu la violence du choc, c'est vrai qu'il a été transbahuté avec son radeau de survie à l'eau. Heureusement qu'il avait sa TPS, et donc cette combinaison de néoprène de Guy Cotten, qui est une combinaison qui a sauvé beaucoup de marins. Ça, c'est une chance inouïe qu'il avait pu l'enfiler, parce que sinon, c'était un de nos soucis majeurs d'ailleurs, parce qu'on rentre très rapidement en hypothermie quand on est à l'extérieur. Donc ça nous a soulagés. On s'est dit les secours peuvent durer un peu plus longtemps que prévu. Mais c'est vrai que le scénario de ne pas le trouver avant la nuit, ce n'était pas prévu. Ouais. Frédéric, est-ce que vous avez peut-être une question pour Jacques? Une question pour Jacques, oui et non. En même temps, effectivement, il y a eu une dizaine d'heures passées dans le radeau de survie pour Kevin. C'est à la fois très long parce qu'on est extrêmement impatient, parce qu'il y a tout un flot d'émotions et puis cette angoisse permanente. En réalité, Jacques, je pense que ça a été un temps assez court d'exécution de la récupération. Oui, en fait, c'est une nuit qui passe comme une fusée parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'attention à donner, il y a tellement de... On est dans l'attente, mais on est aussi dans l'efficacité de réfléchir à ce qu'il faut faire et surtout pas être négatif. Il faut garder beaucoup de positivité. J'avais la chance aussi d'avoir Jean-Jacques Laurent, président de PRB, à côté de nous, qui est quelqu'un de très serein et qui, au contraire, nous donnait cet élan-là. Yves est également venu nous rejoindre. C'est vrai qu'on était un petit cocon dans la réflexion, mais il ne faut surtout pas être défaitiste. Au contraire, on tient les rênes et il faut agir avec bonne expérience maritime surtout. Yves Venet, vous étiez effectivement au PC Course, qui est donc au Sable d'Olonne. Comment elle s'est passée votre nuit aux côtés de Jacques? Ça fait tout drôle d'être informé dans l'après-midi qu'il y a un souci de cette ampleur, mais je me devais d'être à côté et de la direction de course de Laura, de Jacques, la direction de course en tant que telle. Et Claire, Hubert aussi, qu'on peut citer, Pierre. Oui, puis je crois que c'est... Je reviens toujours à mon terme. C'est une course, mais c'est une véritable aventure humaine. Et quand on voit sur mer ce qui se passe, on se doit, on a des devoirs, nous aussi à terre, de faire en sorte que les choses se déroulent du mieux possible dans des situations compliquées. On l'a vu de l'explication de Kevin. Et puis en plus, ce sont des gens qu'on connaît bien quand même. Donc quelque part, le cœur parle aussi quelque part. Et c'est vrai, je partage complètement l'avis de Jacques. Quand Jean-Jacques Laurent, vous l'avez à côté de vous dans ces circonstances, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur parce que pour remonter le moral, pour laisser de côté ce qui est matériel et complètement secondaire et se consacrer à l'humanité, je dirais à l'humain, c'est extraordinaire. Ce sont des moments à partager, c'est sûr. Vous parlez de collectif, c'était évidemment à terre, mais aussi en mer, on l'a dit. On écoute justement Yannick Bestaven et Boris Herman. Alors on a tenté de contacter aussi Sébastien Simon qui n'a pas pu répondre ce matin, Frédéric. Mais bien sûr, ils ont eu peur, ils sont soulagés et surtout heureux comme nous. Écoutez. C'était compliqué, à veiller,
à scruter sous la lune la mer pour essayer de trouver. Et puis tu cherches quoi, tu un minuscule point. Donc, t'arrives pas, bien sûr, tu te dis, on est étudiant, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, mais c'est long. Et puis voilà, et puis t'es dehors, t'es trempé, t'as les vagues de travers, t'as 5 mètres de vagues qui sillonnent en travers la zone, quoi, et voilà, puis quand il a été repêché, là t'as la pression qui tombe parce que pendant le moment, je sais pas, ça mélange de tout, quoi, l'adrénaline, de tout, t'es à fond, tu fermes pas les yeux, et quand ça retombe, après, c'est dur, ouais. J'ai été appelé que après Jean Le Cam, je serai le deuxième bateau, le deuxième plus proche, et de me tenir en stand-by pour éventuellement me dérouter. Et très court après ça, il me demande de faire route sur la dernière position connue. Donc j'ai eu une bonne 2 heures, je pense, ou un peu plus, pour y aller. Et après, on a eu une zone de recherche définie où chaque bateau a dû chercher. Donc j'ai fait route pour le secteur qui m'a été attribué. Et j'ai commencé à faire en aller-retour. Et en aller à traverser mon secteur, ça m'a pris 1 heure. Donc j'ai à peu près pris 2 heures avec la veille. Et là, j'ai eu le news que Kevin a été récupéré. Quel soulagement. Frédéric, forcément, c'est un soulagement, mais la course se poursuit. Alors ça donne quoi au niveau du classement? Oui, je vais juste partager un petit commentaire avec Jacques. On est dans une régate planétaire et plus les bateaux vont vite, plus on est dans la régate et dans la compétition. Et d'un coup, comme ça, brutalement, eh bien, on se retrouve dans un contexte qui est aussi un paramètre du Vendée Globe. C'est cette aventure humaine, la prise de conscience du risque, du danger. Et voilà, et malgré tout ça, eh bien, il y a des classements qui continuent, une course qui continue, et Charlie Dalin qui, on va le voir sur le premier panneau de ce classement, qui caracole en tête. Il a passé hier soir à 11h11 exactement la longitude du cap de Bonne-Espérance. Il est rentré quelques heures après dans l'océan Indien. À une allure assez raisonnable, il avait des conditions de navigation qui étaient assez compliquées, on le verra après. 219 000 derrière lui, Thomas Ruyant occupe la 2e place. Et puis après, évidemment, ça a beaucoup bougé puisque PRB a officialisé son abandon, que Jean Le Cam, Yannick Bestaven, Boris Sarman se sont déroutés, donc pas mal de chamboulements. Du coup, eh bien, le 3e, c'est Louis Burton, mais ce n'est pas URGP parce que Louis Burton est en train de faire une trajectoire assez intéressante, on le verra sur le fichier météo tout à l'heure. Damien Seguin, lui aussi, fait une course magnifique et là, il s'empare de la 4e place. Évidemment, la réalité sportive et puis la réalité le contexte d'hier s'entremêlent pour accoucher de ce classement-là. Sur la 2e partie du classement, eh bien, on va juste prendre une petite info sur Hugo Boss qui devrait d'ici peu sortir de l'anticyclone. Qui l'oblige à naviguer dans un sens, il va empanner, retrouver du vent pour prendre appui sur le safran bâbord et il va sans doute aller un peu plus vite vers le cap de Bonne-Espérance d'ici 3-4 jours. Il devrait rejoindre la ville du Cap, le port du Cap et officialiser également son abandon. Les bateaux qui vont vite dans cette 2e partie du classement ce matin, c'est l'Occitane en Provence et puis la Micaline Artisan Artipol, Arnaud Boissière. Ce matin, glissé à 20 nœuds depuis au moins 4 heures. Et puis sur la 3e partie du classement, belle séquence de vitesse aussi pour Alexia Barrier sur son Pingouin, l'ex-bateau de Catherine Chabot, et pour Jérémy Bayou. Eh bien, on va s'arrêter là, parce qu'effectivement, le temps passe. Jacques, rapidement, c'est quoi le après pour Kevin Escoffier? Le après, c'est effectivement de s'organiser. La course reprend ses droits, comme disait Frédéric. Donc à nous maintenant d'organiser la récupération de Kevin. Donc on a une possibilité effectivement dans les îles australes. On est en relation depuis ce matin avec le bâtiment de la Marine nationale qui est le Nivose, qui éventuellement se proposerait de récupérer Kevin au passage devant le nord des Kerguelen. Donc c'est encore un peu loin puisque c'est une ETA qui nous amènerait
a priori le 7 décembre. Donc ils ont une longue route, on est dans un désert océanique, donc il faut faire avec fortune de mer. Mais en tout cas, on va remettre tout ça dans les mains du comité de course, du président qui référera ça au jury. Et forcément, l'histoire est encore pas tout à fait définie et pas tout à fait finie d'être écrite. Et on sera là évidemment pour poursuivre. Un dernier mot, très rapidement, Ivo Vinet, en tant que président du Vendée Globe, forcément on est fiers. Oui, on est fiers. On est fiers, puis le Vendée Globe, comme à chaque édition, a son lot d'imprévus, c'en est un, et qui se termine bien, donc je souhaite vraiment que la course continue et que l'on ait le moins possible de ce genre d'événements. C'est ça. Et c'est aussi effectivement ça qui fait la beauté de cette course unique au monde, on le rappelle. Merci à vous, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à tous. On se retrouve bien sûr demain pour un nouveau Vendée Live en direct. Salut, à demain.